Et avec beaucoup de plaisir, je reçois en plateau le général Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Monsieur Trinquant, bonjour. Bonjour. Alors, cette nuit, les Russes ont encore bombardé l'Ukraine, toujours de la même manière maintenant, avec des salves de missiles qui tombent à des endroits qu'eux qualifient de zones stratégiques, des usines, ou alors des lieux de production militaire, etc. Enfin, le résultat, c'est qu'il y a eu 8 morts et une trentaine de blessés. Est-ce que c'est comme ça qu'ils vont pratiquer dorénavant, sans envoyer forcément beaucoup de troupes au sol, mais en lançant des missiles par endroits, sans qu'on sache vraiment ni quand, ni comment, ni pourquoi? Non, alors je pense que dans le plan stratégique russe, il y a les deux. Il y a le combat au sol dans la région du Donbass, Hmm. dans la région de Kherson pour contrer les Ukrainiens. Et puis il y a les plans de frappe stratégique, parce qu'il s'agit pour eux de casser les renforts et la capacité en profondeur de l'Ukraine, et donc d'envoyer des missiles, effectivement, de Biélorussie, de la mer Noire ou de Russie, pour frapper ces objectifs stratégiques. Simplement, ils se préoccupent assez peu des dégâts collatéraux. Non. Et les missiles de très haute précision, comme dit le président Poutine, ne sont pas très précis. Donc, ce qui provoque les dégâts que l'on connaît. Donc, si vous voulez, du côté ukrainien, on insiste bien sûr sur les dégâts collatéraux, mais du côté russe, ce sont des cibles qui présentent un intérêt pour eux, sans que, personnellement, je puisse vous dire si la caserne qui a été frappée présentait un véritable intérêt stratégique. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé hier matin avec les frappes au nord de Kiev, donc à 20 km au nord de Kiev, c'est que la volée de missiles qui est arrivée venait du Bélarus. Il faut préciser les choses. C'est l'armée russe qui est au Bien Bélarus. sûr. C'est pas l'armée du Bélarus qui tire des missiles sur l'Ukraine. Non, mais bien sûr. Et depuis Hein. le début de la guerre, depuis le 24 février, souvenons-nous que les colonnes qui arrivaient vers Kiev, elles venaient du Bélarus. Exact. C'était des colonnes Elles russes. transitaient. Voilà. Voilà. C'était des colonnes russes, mais qui venaient du Bélarus. Le Bélarus est le féal de Oui. Poutine. Donc, il prête ses bases pour le lancement de l'opération au départ, mais aussi pour les avions ou pour les missiles. Mais ce sont bien des Russes qui frappent parce que le gouvernement bélarusse repose entièrement sur le maintien de l'ordre par l'armée bélarusse, Oui. et qui n'est pas en capacité d'attaquer parce qu'elle a déjà du mal à maintenir l'ordre à l'intérieur de Bélarus. Donc voilà, l'utilisation du territoire bélarusse permet de faire pression sur le nord de l'Ukraine, mais avec assez peu de chances d'une pénétration par l'armée bélarusse. Alors, la guerre, vous le savez mieux que personne, général, c'est aussi de la propagande, des déclarations, etc. Les Ukrainiens disent « Ah ben ok, d'accord, on souffre des batteries de missiles qui nous tapent dessus, mais nous, on gagne du terrain dans le sud, on est en train de sécuriser la zone du Dniepr, etc. » C'est vrai, c'est pas vrai? Il n'y a que les satellites espions qui peuvent le savoir, finalement. Non, alors ce qui est vrai, c'est que c'est annoncé, c'est précisé depuis plusieurs semaines. Il y a une pression ukrainienne. Et pourquoi? Les Russes, eux, progressent dans le Donbass. Oui, à l'est. Et les Ukrainiens ont beaucoup de mal à les freiner, mais la progression est lente. En revanche, sur le Dniepr, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la guerre, tout à fait au début, Kherson a été pris par surprise à partir des forces qui venaient de la Crimée. Et on franchit le Dniepr. Le Dniepr, 1 kilomètre de large à cette embouchure. Et donc, aujourd'hui, il y a une tête de pont russe qui est à l'ouest du Dniepr. Et Du mauvais côté, quoi. Voilà, enfin du mauvais côté pour les Ukrainiens, Oui, du bon pour les côté pour eux, Ukrainiens, bien puisque sûr. eux, ça leur permettait de poursuivre vers Mykolaiv et Odessa. Et donc le but des Ukrainiens, c'est de rejeter les Russes de l'autre côté du Dniepr, voir s'ils y arrivent, ça serait pour eux un coup extraordinaire, c'est d'enfermer les Russes à l'ouest Et de les du Dniepr. capturer. Oui, parce qu'ils ont cassé les ponts, Oui. et donc ça empêche le ravitaillement de ces troupes. Et donc les troupes russes vont avoir le choix soit de combattre dans la durée, mais avec de moins en moins d'approvisionnement et de renforcement, et donc la possibilité d'être fait prisonnier, ce qui pour les Ukrainiens serait un coup fantastique. Je ne sais pas s'ils réussiront, Oui. mais en tout cas ils font effort sur cette zone, et à mon avis ils ont raison. Monsieur Trinquant, les journalistes militaires les mieux informés, et peut-être l'êtes-vous aussi, disent qu'il y a un problème de coulage. C'est-à-dire qu'on envoie en Ukraine des quantités invraisemblables de matériel militaire, qu'il soit américain, britannique ou autre, et que tout n'arrive pas, ou que pour une partie, ce qui arrive n'apparaît pas sur le terrain. Avez-vous eu ce genre d'informations?
Alors Est-ce oui, que les mais là- mafias ukrainiennes se servent au passage? Vous savez, la semaine dernière, on disait que 3 canons César avaient été vendus aux Russes par les Ukrainiens, ce qui semble délirant. Qu'est-ce que vous en Alors pensez? sur les canons César, c'est totalement faux. Oui. Nous avons la confirmation du contraire. D'accord. Donc si vous voulez, il faut Ils faire sont la tous part. là. Il faut faire la part des bruits qui sont lancés dans la propagande russe, ce qui est de bonne guerre, de discréditer les Ukrainiens, et de l'autre côté, de la réalité des choses. Et dans toute guerre, il y a des fuites. Parce Oui. que vous avez des trafiquants d'armes. On parlait hier de l'échange d'un trafiquant d'armes qui est en prison aux États-Unis, russe. Oui. Voilà. Donc c'est une pratique quand il y a les guerres, et il faut absolument s'assurer que l'armement, en particulier l'armement qui est très coûteux, qui est un sacrifice que les Occidentaux donnent à l'Ukraine, ne passe pas du côté russe pour 2 raisons. Pour des questions de principe, bien sûr, mais aussi pour que les Russes n'aient pas accès à cette technologie, et puissent regarder. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, des informations circulent là-dessus. Je pense que les Occidentaux y sont extrêmement attentifs, mettent en place des systèmes qui permettent de suivre ces équipements. Alors évidemment, pas le fusil d'assaut, c'est un peu compliqué, mais au moins les missiles, etc. Mais il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'équipements, en particulier des équipements de missiles légers par exemple, puissent fuir et être envoyés. Il faut savoir que la guerre en Yougoslavie, les guerres en Afrique ont été alimentées comme ça. Oui, exact. C'était les stocks soviétiques d'ailleurs. Oui, souvent, qui absolument. le faisaient. Après 91, Ouais. absolument. Quand vous étiez en poste à l'ONU, bon, vous aviez un poste semi-diplomatique, bien évidemment aussi. Est-ce que vous avez été surpris par le ton, je parle de la diplomatie, du président Macron pendant sa visite africaine à l'égard de Moscou? Parce qu'il y a eu une rupture de ton évidente. Il avait l'air assez conciliant, assez accommodant jusqu'à ce voyage. Et là, maintenant, il leur est rentré dedans, pleine ligne. Est-ce que ça veut dire que n'y a plus que la guerre comme option, quoi? Mais ceci fait écho à la position russe. Oui, Pour oui, la d'accord. position russe, il n'y a plus que la guerre. Ouais. Donc la Russie n'écoutera que la force. Donc parlons en force. Et le président Macron qui est venu parler à des pays africains francophones et au pays, la Guinée-Bissau, qui va présider la CEDEAO, donc toute la région ouest africaine, il est revenu, au passage, c'est un changement d'attitude. Avant, il parlait beaucoup aux pays africains anglophones. Il ne voulait pas de la France-Afrique. Oui. Là, il ne veut toujours pas de la France-Afrique, mais il va quand même parler. Pourquoi? Parce que la France, au Conseil de sécurité, est importante parce qu'elle est écoutée en Afrique et qu'elle travaille avec les Africains. Donc il est allé leur parler vérité. Le Cameroun, que je connais bien pour y aller régulièrement, est un allié principal, important, avec le président qui est le vétéran des présidents africains, avec le président Sassou Nguesso. Et donc, il était important qu'il assure, j'allais dire, le message contraire de celui de M. Lavrov, qui est allé au Congo, exactement, puis après ça en Ouganda et en Éthiopie. Et il faut absolument amener ce langage. Messieurs les Africains, nous sommes des vrais amis. Nous sommes ici pour vous aider. On vous a aidé Pas pour dans vous le Sahel. dépouiller. On n'est pas là pour vous dépouiller. Les Russes, qu'est-ce qu'ils apportent? De l'armement. C'est quasiment tout. Et Wagner, des mercenaires qui se payent sur la bête. Donc les messages sont totalement opposés. Et je crois que le président Macron a eu raison maintenant de rentrer dedans, si j'ose dire, en disant aux Africains, maintenant il faut arrêter. Parce que les Africains, ils ne sont pas pour, ils ne sont pas contre. Ils s'abstiennent. Ils se disent, cette guerre, c'est pas la nôtre. Oui, d'ailleurs, à l'ONU, quand il s'est agi de condamner l'invasion de l'Ukraine, les 3 quarts se sont abstenus. Exactement. Ils n'ont pas voté contre. Ils ont dit, Voilà, on fait rien. c'est pas notre guerre. Ouais. Au passage, ils ont été très très choqués par la différence de statut qui était accordée aux réfugiés ukrainiens venant en Europe et aux Africains qui étaient en Ukraine et qui n'étaient pas acceptés. Exact. Et ça s'est très très mal passé en Afrique. Est-ce qu'il vous semble que la Russie est en voie de statification en quelque sorte? J'ai l'impression que ce pays se referme de plus en plus. Hier, on a appris qu'il sortait de l'ISS en 2024. Or, l'ISS sans eux, c'est cuit. Enfin, c'est mal barré en tout cas. On a l'impression qu'ils veulent se refermer sur eux et dire on peut se débrouiller sans le reste du monde. Alors, je pense qu'il y a 2 mouvements. Un mouvement externe, vous avez raison de le décrire comme ça. Ils ont des valeurs, entre guillemets, opposées aux valeurs occidentales européennes. Nous, on est pour la Russie traditionnelle, toutes vos histoires de LGBT, de machin, etc. Nous, on ne veut pas en entendre parler. Donc ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur. Et donc,
il parle à beaucoup de pays du monde qui pensent la même chose. Bien sûr. Et les Occidentaux, arrêtez de nous donner des leçons de valeurs et de démocratie. Regardez vos démocraties aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe. C'est quand même contestable. Donc ça, c'est vers l'extérieur. Mais je pense qu'il y a un phénomène qui est plus grave pour la Russie, c'est à l'intérieur. La jeunesse moscovite, Saint-Pétersbourg, Ekaterinenburg, les jeunes s'en vont. Ils sont partis dans les pays baltes, en Arménie, à Dubaï, en Turquie, partout où ils peuvent aller, parce qu'ils ne croient pas en cette société présentée par Poutine. Et donc je pense qu'il y a ce double mouvement. Alors le mouvement d'opposition par rapport à nos valeurs, et nous c'est notre combat, et puis il y a le combat intérieur qui sur le long terme, ou même à moyen terme, est au détriment de la croissance et du bien-être en Russie. Oui. C'est-à-dire qu'on se repose sur des régions pauvres, sur des personnes âgées. On sait que la démographie C'est catastrophique. russe est catastrophique. Et donc, à terme, mais le président Poutine a 70 ans, est-ce qu'il se préoccupe de ce qui se passera dans 30 ans? Je n'en sais rien. Mais à terme, ça va poser un problème à la Russie. Enfin, pour le moment, en tout cas, même les jeunes qui restent, en tout cas, soutiennent majoritairement, d'après les enquêtes d'opinion, la politique menée par le président Poutine. Alors, ceux qui partent, ils ne sont pas consultés, mais ceux qui restent, pour le moment, le soutiennent. Une dernière question quand même, parce que l'actualité est là aussi. Taïwan, 2 heures de discussion téléphonique entre Biden et Xi Jinping hier, avec le Chinois qui lui a dit très clairement « Attention, il ne faut pas trop nous embêter parce que ça va mal finir ». Pensez-vous qu'au point où nous en sommes, après 45 ans de revendications sur Taïwan, les Chinois sont susceptibles d'envahir l'île? Et dans ce cas-là, que feront les Américains? Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier, pour les Chinois, 2049, centenaire de l'arrivée du Parti communiste. Oui. Et la création de la République populaire. voilà. Et pour eux, Taïwan, 2049, doit faire partie de la mère patrie, la Chine. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois regardent beaucoup ce qui se passe en Ukraine. Les Américains ont déclaré qu'il n'y aura pas de soldats américains qui ira combattre en Ukraine. Ouais. Y aura-t-il des soldats américains qui combattront pour Taïwan? C'est ça la question. Parce que Taïwan ne tiendra, elle pourra être rasée bien sûr, mais ne tiendra que s'il y a ce soutien américain. Donc aujourd'hui... C'est la baie des cochons bis. Est-ce que le président américain de ce moment-là aura la position de Kennedy à l'époque face à Khrouchtchev? Oui, sauf que la baie des cochons, si vous me permettez, c'était la conquête de Cuba qui était devenue... Oui. Bon. Alors que là, c'est l'inverse, c'est le soutien d'un gouvernement qui est en place là-bas. C'est un phénomène extrêmement compliqué, mais les Chinois sont attentifs à ce qui se passe en Ukraine, au changement radical que vous avez évoqué dans le monde, et la date butoir, pour moi, c'est 2049. Enfin, en attendant, il faut que vous lisiez 2034. J'ai bien pris note. Je vous jure que c'est un bouquin dément. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant.